Bonjour les podcasters, comment allez-vous? Aujourd'hui nous allons discuter d'un très grand thème, l'introduction à la théorie de la relativité restreinte. Le cours initial dure 1h30, nous allons le ramener à 10 minutes. Ça pourrait s'appeler la contraction du temps. On va essentiellement aujourd'hui, même dans la suite du cours, discuter des faits qui sont hautement non intuitifs, en fait qui contredisent l'intuition, qui semblent débiles a priori. L'entrée en matière est astucieuse. C'est difficile de poser un argument raisonnable, puisque c'est une théorie qui se présente comme débile. Le truc de fou, vraiment, c'est que tout ce dont je vais vous parler là, c'est vraiment comme ça que la nature marche. Il s'appuie sur des observations de phénomènes naturels et espérons-le sur des faits expérimentaux, écoutons-le attentivement. Le truc là, si je le mesure au repos, ça fait une certaine longueur, ok? Si je le mets en mouvement comme ça, et que j'essaye de le mesurer alors qu'il est en mouvement, je vais trouver une longueur plus petite. Une longueur d'autant plus petite que sa vitesse est grande. Ça semble débile. Cette règle qui diminue de longueur avec la vitesse est une affirmation gratuite. Aucune expérience n'a été réalisée avec une règle en mouvement. Ces trucs existent, on a des preuves expérimentales de ça. Alors c'est vraiment dommage que vous ne donniez pas la référence de l'expérience. Mais veuillez continuer. Quand vous faites de la mécanique, vous apprenez de la mécanique dans les petites classes, c'est-à-dire en fait jusqu'à maintenant, ça. Nous allons donc faire partie des grands à présent. Vilain flatteur. La mécanique que vous avez apprise, elle est basée essentiellement sur les lois de la mécanique de Newton. Somme des forces qui agissent sur un système est égale à m fois l'accélération. Et en mécanique néo-newtonienne, la somme des forces est égale à gamma à la puissance 3, que multiplie la masse gravitationnelle et que multiplie l'accélération. Vx est égal à Vx' plus V. Ça, ce truc élémentaire, intuitif, c'est faux. Comment cela? Et on peut mesurer la vitesse qui vient d'une étoile qui est par là-bas et la vitesse d'une étoile qui est par là-bas. Donc on devrait observer une différence de vitesse de ces deux rayons lumineux. Il se trouve que ce n'est pas le cas. Pourriez-vous préciser le nom de cette expérience avec 2 étoiles? Avec la naissance de l'interférométrie, ça donne des moyens, mais vraiment exceptionnellement fins, de mesurer différentes choses en optique, dont la vitesse de la lumière. Et là, c'était absolument certain qu'on n'arrivait pas du tout à voir les variations de vitesse qui étaient prédites. Apparemment vous faites allusion à l'expérience de Michelson. Mais auquel cas, ce n'était pas avec la lumière de 2 étoiles différentes, mais avec une lumière terrestre. Ce n'est pas la même chose. Simplement pour la faire courte, en 1905, il y a un gars qui débarque, qui dit bon maintenant, on se calme, la vitesse de la lumière, elle est constante, point. On n'arrive pas à voir dans différents référentiels si ça varie et tout, c'est parce que ça varie pas. Ces différentes expériences ont toutes été faites dans le même référentiel, notre bonne vieille Terre. Écoutons la nature qui est en train de nous dire un truc, c'est comme ça. Vous personnifiez la nature en la faisant parler. Et d'un gars qui entendait des voix. On rentre dans le domaine des mythes, de la croyance. Donc, Einstein se dit, la vitesse de la lumière est constante, et la même dans tous les référentiels galiléens. Et dans les référentiels non galiléens, elle n'est donc pas constante? En tout cas, le premier truc qui est sûr, c'est que dire que la vitesse de la lumière est constante dans tous les référentiels, c'est que ça met ça à la poubelle. Et attention à ne pas confondre les équations de changement de repère avec les équations d'ajout de vitesse pour un même corps matériel. Je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur le point suivant. Finalement, qu'est-ce qu'on appelle, même en mécanique classique, qu'est-ce qu'on appelle la simultanéité? Vous allez nous le dire. 2 événements ont lieu en même temps à des endroits différents. Et comment la mesurer? Je vais montrer un exemple ici de ça, comment est-ce qu'on peut synchroniser des horloges et voir que des événements sont simultanés. Ça, dans tout ce qui va suivre, j'en vais en faire plusieurs, ça c'est un wagon de train. Là, pour l'instant, c'est d'un point de vue galiléen. Très bien que ce soit d'un point de vue galiléen. On va avoir ici, au milieu du wagon, on va avoir un dispositif qui émet quelque chose, ça va être parfois de la lumière, parfois du son. Je vais commencer par du son, simplement. En prenant l'exemple du son qui se propage dans l'air, vous assimilez la lumière à une onde lumineuse, qui se propagerait dans l'éther en mouvement. Et la question qui va se poser, c'est au bout de combien de temps est-ce que le signal sonore émis ici atteint les 2 micros A et B. Cette histoire de lumière dans un train est une expérience de pensée, ce n'est pas une vraie expérience, ce n'est qu'un exercice de pensée. On peut lui faire dire les résultats qu'on veut.
il y a un observateur ici, un observateur là, et donc ils m'ont réglé au début de leur montre de la même façon, avec la même origine, ils vont voir, observer ces deux événements au même instant, ils vont pouvoir se dire après coup, bah tiens, effectivement, là, c'est rigolo, on a entendu le truc en même temps. Il y a deux observateurs en deux endroits différents, A et B, le rayon arrive aux deux montres en même temps, c'est simultané, je crois que j'ai compris. Maintenant, on va analyser la même situation du point de vue de quelqu'un qui est sur le quai et qui voit le train passer à la vitesse que je vais appeler grand V. On suppose qu'effectivement l'addition des vitesses se fait de manière galiléenne, c'est-à-dire celle qui n'est pas correcte. Là, mais on le suppose quand même pour faire de la physique, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Et on arrive, en faisant cette hypothèse fausse, je répète, que les vitesses s'ajoutent de manière naturelle et intuitive. C'est un tour de passe-passe. Vous focalisez l'attention sur l'addition des vitesses, en dissimulant l'éther. Ce n'est pas l'addition des vitesses lors du changement de référentiel qui serait fausse, c'est la propagation de la lumière dans un éther. On arrive à trouver dans ce cas-là que le temps ici au bout duquel le son atteint le micro B est le même dans les deux analyses. Là je ne comprends plus. Il n'aurait pas fallu mettre deux observateurs en deux endroits différents, A et B sur le quai pour dire que c'est simultané dans le deuxième référentiel. Je vais maintenant refaire la même analyse en faisant l'hypothèse d'Einstein que la vitesse est la même dans tous les référentiels. Vous traitez du son, et vous allez ensuite le comparer à de la lumière. C'est comme comparer des choux et des carottes, ce n'est pas la même chose. On va trouver quelque chose de différent de ça, quelque chose qui heurte le sens commun. C'est le principe même du raisonnement par l'absurde. Si la conclusion est absurde, c'est que l'hypothèse est fausse. Si ce résultat relativiste semble absurde, c'est que l'hypothèse de la vitesse constante est fausse. Nous sommes maintenant dans un train, dans le vrai monde, dans le monde dans lequel on vit maintenant. C'est totalement faux. Ce train est seulement une expérience de pensée, aucune expérience n'a été réalisée dans un train, ce n'est pas le vrai monde. Dans le train, ça ne marchera pas parce que les vitesses sont trop faibles en pratique, mais théoriquement, ça marche. C'est bien ce que je dis, c'est totalement théorique, ça n'a pas été réalisé en pratique. Est-ce que ça vous semble évident que TB égale à TA? C'est juste un argument de symétrie ici, en fait. Ah, enfin un argument, qui ne semblerait pas débile, mais qui n'a pas été mesuré pour autant. La vitesse de la lumière est la même dans ce sens-là que dans ce sens-là. Donc là, le fait qu'effectivement la vitesse de la lumière soit constante intervient. Je me disais aussi. En fait, ce n'était pas un argument de symétrie ou de logique, mais c'est une hypothèse relativiste. Je reviens au train qui est ici. S'ils ont synchronisé leurs horloges avant de faire l'expérience, ils les arrêtent quand le rayon lumineux arrive, et ben après ils se rejoignent au wagon-bar, ils comparent leurs inscriptions, et oui, voilà, c'est les mêmes, ils ont les mêmes trains. Comme tout à l'heure, il y a deux observateurs en deux endroits différents, A et B, ça arrive en même temps, donc c'est simultané, j'ai compris. Là, ça devient un petit peu plus subtil, c'est ce qui est dans le référentiel où le wagon est en train de se déplacer. Donc dans notre référentiel à nous, où le photon qui a été mis vers l'arrière touche le fond du wagon avant de toucher l'avant du wagon. Je ne comprends plus, où sont les deux observateurs sur le quai? Plutôt imaginer qu'on fasse une photo. Non, la photo ne remplace pas les deux observateurs sur le quai en référence pour dire si c'est simultané ou pas, il manque quelque chose. Ce que ça veut dire, c'est que pour les gens qui sont à l'intérieur ici, les gens qui sont ici mesurent une longueur de train qui est plus petite que la leur. Les objets en mouvement subissent une contraction apparente dans le sens de leur déplacement. Donc chacun a l'impression d'être dans un train qui est plus long que l'autre. Et donc eux ont l'impression que le train qui est ici est plus court. Donc vous avez deux personnes qui ont l'impression que c'est l'autre qui devient plus petite. Donc c'est pas, il n'y en a aucune qui est plus petite que l'autre finalement, c'est une question de point de vue. Vous parlez d'impression. Donc la contraction des longueurs et la dilatation du temps, ce ne sont que des impressions, ce n'est pas vrai? Ça ne peut pas être vrai, qu'est-ce que tu appelles vrai? Je vais décrire une expérience que je ne vais pas... Je ne vais pas vous prouver que le résultat est correct, mais je vous demande de me croire, non? S'il demande de le croire sur ce qui n'est qu'une expérience de pensée, nous sommes en plein domaine de la croyance. Tu vois cette règle-là? Attention, tour de magie. Tour de magie qui va coûter cher. Hein. Nous aurions préféré les résultats d'une vraie expérience. Ça veut quand même dire, d'une certaine manière, que la longueur de ça est plus petite que la taille de la boîte. Alors là, je ne comprends plus à nouveau. Je croyais que la contraction des longueurs était une impression. Ce que nous dit Einstein et Lorentz, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut remplacer ça par ça. On nous dit que nous ne sommes plus dans des petites classes, le cours normal dure 1h30, et pour toute démonstration c'est une flèche. Cela ne fait pas du tout sérieux. C'est qu'il n'existe pas une démonstration de référence,
ou plus exactement, il y a plusieurs démonstrations, toutes plus ou moins critiquables. Donc la première chose à faire, la première chose d'ailleurs qu'a faite Einstein, c'est de se dire, mais est-ce que ça c'est simplement, est-ce que c'est raisonnable d'écrire ça? Est-ce que ça conduirait pas ça à des effets de physique qui seraient vraiment, qui contrediraient l'expérience qu'on a de la mécanique de tous les jours? Oh oui, ça contredit l'expérience que nous avons d'un temps universel. Et l'autre point, c'est que cela n'est pas compatible avec la mécanique quantique, en particulier sur un espace-temps qui serait variable selon les référentiels. Pour reprendre votre introduction, d'accord avec vous que cette théorie de la relativité restreinte semble a priori effectivement débile.